Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans le 40e épisode de Kiss My Ace. Ouais, déjà 40 pour ce podcast de jeux blancs. Jeux blancs, média tennis, bien sûr, que vous pouvez retrouver sur ses réseaux, que ce soit Twitter, Instagram ou son site internet où il y a tous les articles sur l'actu tennis. La semaine dernière, on s'était vu pour des pronos sur Rotterdam et Dallas. Aujourd'hui, on va en faire le débrief. Puis on ira aussi côté féminin, cette fois avec ce qui s'est passé à Abu Dhabi et ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer sur la semaine à Doha pour le premier WTA 1000 de la saison. Pour parler de ça, évidemment, je ne serai pas seul, je serai accompagné comme la semaine dernière de Fernando. Comment ça va, Fernando? Ça va, très content de cette belle semaine de tennis qui en a conclu hier, donc très bien. Très bien. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça et tout de suite débrief ce qui s'est passé à Rotterdam cette semaine. Comme tu l'avais pronostiqué, Fernando, c'est Alcaraz qui l'a remporté. Bien joué à toi, même si, bon, au début du tournoi, on a cru qu'on allait avoir faux sur toute la ligne. J'en ai même fait une vidéo qui dispose sur nos réseaux. Au final, on se rattrape bien parce que bah, moi j'avais placé de Minor en finale et je le voyais même aller au bout. Bon, il était à 1 fait, j'étais pas si loin. Et toi, avec ton Alcaraz vainqueur, tu l'as été. Bon, pas avec le même parcours, mais bon, c'est quand même une belle prouesse. On va revenir plus en détail sur le match. Donc, victoire de Alcaraz en 3-7 contre un demi-nord qui n'a pas démérité et qui n'était pas si loin que ça en vérité. Je te lance tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé du match, de la victoire d'Alcaraz et plus globalement de sa semaine où il gagne son premier titre sur dur indoor, qui est un peu une vraie première étape de progression pour lui sur cette surface? Et eh bien écoute, la finale, on va commencer par ça. Par ailleurs, merci de me féliciter. Il faut dire aux gens qui n'ont pas écouté la semaine dernière que tout le reste de mon pronostic était catastrophique. Mais j'ai eu la chance de dire qu'Alcaraz gagnait. Le reste, c'était horrible. Je trouve que la finale, elle était un petit peu étrange dans le sens où j'ai trouvé Alcaraz un peu plus nerveux et imprécis que dans d'autres matchs précédents. Et de mineur, il était dans un drôle d'état, je trouve, un peu irrégulier. Il fait un 12e set extraordinaire où vraiment il surpasse Alcaraz, hein, il faut le dire. Il joue beaucoup mieux. On voit que De Minaur est capable de donner du mal à Alcaraz, ce qu'il n'est pas capable de faire avec Sinner. C'est d'ailleurs une des caractéristiques entre Alcaraz et Sinner, non? C'est que souvent il y a des joueurs qui peuvent plus faire mal à Alcaraz qu'à Sinner. Et là, on l'a vu dans cette 12e manche, c'était un clair exemple. Mais après, Alcaraz a fini par s'imposer. Le troisième set n'avait aucun suspense. Et effectivement, je sais pas s'il était un peu malade ou autre, alors que drôlement, c'est Alcaraz qui avait commencé le tournoi malade. Mais bon, on va dire que la finale a fini, malgré cet espoir du deuxième set, elle a fini par s'imposer sous le poids de la logique. Et Alcaraz gagne ce titre que, comme je disais la semaine dernière, nous montre que bon, on veut déjà le mettre dans des cases, mais Alcaraz est toujours un joueur en formation quand même. Et là, il l'a prouvé. Puis je crois que c'est le joueur le plus jeune à avoir réussi à gagner un tournoi sur toutes les surfaces. Oui, c'est ça. Euh, Il va de un mois, Roger. Voilà, donc ce qui est quand même assez beau et qui prouve sa progression. Et je garderai surtout de son parcours. J'ai vu presque tous ses matchs. Je garde surtout celui contre Urcax. Bah, paradoxalement, parce qu'il a un peu de mal, c'est un match en 3-7. C'est un match très disputé, mais je trouve que le Polonais, il joue très très bien. Et Alcaraz, il y a des moments où il semble vraiment dans un état parfait pour un jeu indoor. Il est au taquet, il devine parfois certaines actions de Urcax. Il est assez impressionnant. Donc, moi, je garderai surtout cette demi-finale comme le souvenir de ce que Alcaraz peut faire peut-être de mieux ces moments en indoor. Et c'est très très bien. Ouais, bah, moi, je te rejoins sur ton bilan où, pour le coup, j'ai trouvé que même si l'affiche pouvait laisser penser que Alcaraz allait gagner facilement si on se bat juste sur les noms et le papier,
Mais Dominant m'a vraiment impressionné sur la semaine. Alors certes, il a profité d'un tableau un peu troué parce que il n'a pas eu les noms qu'il aurait dû avoir. Il n'a pas eu un Medvedev ou un Tsitsipas qui ont perdu plus tôt. Mais comme je le dis à chaque fois que ce genre de truc se passe, c'est pas de la faute des joueurs si leurs concurrents perdent plus tôt. Et donc, il a su saisir son opportunité pour retourner en finale à Rotterdam comme l'année dernière. Bon, pas de chance. L'année dernière, il prend Sinner, cette année, il prend Alcaraz, donc c'est pas les meilleurs tirages pour lui. Mais sur la finale de cette année, franchement, je te rejoins sur le fait qu'il y a des moments où il faisait jeu égal avec Alcaraz, voire même il le dépassait. Et surtout, je le trouve beaucoup plus agressif et beaucoup plus fort dans ce domaine-là où il va beaucoup plus vers l'avant. Enfin, depuis ses débuts, on a surtout connu un demi-nord qui était vraiment une mobilette sur le terrain et qui courait partout et qui poussait à la faute ses adversaires et qui l'attaquait vraiment que dans des rares occasions où il avait une opportunité sur des balles un peu plus courtes, un peu plus faibles. Mais en général, il poussait plus à la faute de l'autre parce qu'il faut dire que son jeu de jambes est phénoménal. Alors, pas autant que Alcaraz, mais dans la strate juste en dessous. Et donc, franchement, même s'il perd, c'est un peu lui que je ressors de cette finale parce que, franchement, même enfin, s'il peut maintenir ce niveau-là sur toute l'année, bah, déjà pour moi, c'est une confirmation qui va rester top 10 toute la saison. Et puis peut-être quitter cette frontière entre le top 10 et top 15 à la place 8 9 10 et vraiment s'installer, on va dire, entre la 4 et la 6 parce que franchement, quand, quand je le vois jouer comme ça, je me dis, il est pas plus nul que Fritz, il est pas plus nul que Rude. Et quand tu vois que après des Medvedev, ça va descendre, Rublev, ça va descendre, Paul s'est souvent placé mais rarement gagnant, et que Djoko, certes, reste plus fort, mais il joue plus beaucoup de tournois. Franchement, je me dis que voir un demi-heure, là, actuellement, il est huitième, le voir s'installer petit à petit entre la 4 et la sixième place, ça serait pas si déconnant que ça. Et pour revenir sur Alcaraz, que bon, ça reste le vainqueur, je vais pas redire ce que tu as dit sur son jeu, parce que je le pense aussi, mais plus un peu, un peu de chiffres, où bah, à 21 ans, enfin, faut se rappeler qu'il a que 21 ans avec tous les exploits qu'il a déjà fait, notamment en Grand Chelem. On peut l'oublier, mais il n'a que 21 ans. C'est déjà son 17e titre sur le circuit. Il en a un sur chaque surface. Et sur le circuit, il y a que 4 joueurs qui ont plus de titres que lui. Il y a évidemment Djoko, mais bon, lui, il y a les années et la légende qui parlent. Sinon, c'est Zverev à 23, Medvedev à 20 et Sinner à 19. Et à part Sinner, qui est certes un peu plus vieux, mais pas beaucoup, ils sont à peu près de la même génération, les Medvedev et les Zverev, c'est quand même de la génération 90 au-dessus, donc bien sûr, ils ont eu plus de temps. Mais par exemple, quand on voit que Medvedev est en grande difficulté actuellement, on se dit que Alcaraz, c'est une question de mois avant qu'il dépasse en nombre de titres, ce qui est assez fou. Et si on compte pas les joueurs encore en activité, si on fait une comparaison globale, pour vous donner un ordre d'idée, Alcaraz a déjà gagné le même nombre de titres que Tim. Tim qui est loin d'avoir une petite carrière, c'est déjà assez fou et tellement précoce ce que fait Alcaraz. Et certes, quand il gagne pas tout le temps ou à chaque défaite, on le rabaisse un peu et on le critique, mais ce qu'il fait, ça reste toujours assez exceptionnel. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est aussi dur avec lui, parce qu'il banalise l'exceptionnel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette finale ou sur la semaine un peu plus globale à Rotterdam? Non, juste un détail, c'est que l'ami Alex Demineur est à cette heure-ci sixième du monde Ah au oui, ranking parce que oui, moi j'étais sur le classement live, donc sur le live, on lui retire déjà les points de cette semaine. Lui, ATP fixe, il est déjà sixième. Il est vrai. Oui, mais là, voilà, c'est quand même, je pense que comme toi, c'est le signe de bonnes choses du progrès de mineurs qui a beaucoup progressé, je trouve, par exemple, en son service. Il est parfois assez impressionnant.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis sinon, moi j'aimerais quand même dire un petit mot sur les deux demi-finalistes qui ont perdu. D'abord sur Urkach, qui je trouve bénéficie déjà des bons conseils de sa nouvelle équipe composée de Nico Massu et de Lendl, que j'ai trouvé beaucoup plus agressif aussi. Enfin, il fait beaucoup plus à plat, il allait beaucoup plus chercher le filet, notamment sur son match contre Alcaraz, ça m'a assez surpris. Et franchement, dans le premier set, quand il mène 4-1, je me suis dit, s'il continue à jouer comme ça, il y a la place. Toujours avec ses gros services et ses grosses premières. Bon, malheureusement, pour lui, dans ce premier set, il perd 6-4 après, mais franchement, avec ce niveau de jeu-là, il peut vraiment être un top 10 confirmé et assuré. Et à part contre les grosses têtes, les Alcaraz, Sinner, Zverev, Djoko, franchement, il peut faire du mal à beaucoup de monde. Et donc, je suis assez curieux de voir ce que Urkach va nous donner dans la semaine à venir. Là, actuellement, il est à Marseille. On sait qu'au mois de mars, généralement, il aime bien cette doublette avec Indian Wells et Miami, surtout à Miami, qu'il a déjà gagné. Donc franchement, je suis assez curieux de voir notre Polonais préféré sur le circuit. Et puis l'autre, la belle surprise de ce tournoi, Mattia Bellucci, qui a troué tout le tableau jusqu'à se prendre une petite tôle contre Dominor, mais qui est normal. Le mec sort des qualifs, il tape doublette Medvedev et Tsitsipas. Très très fort, un jeu très plaisant à voir aussi. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à le confirmer dans le temps? Ça reste à voir. Actuellement, il a commencé le tournoi au bord du top 100. Il est monté à la 68e place mondiale. Donc on risque de le voir un peu plus souvent. Mais en tout cas, c'est très plaisant à voir jouer cette semaine. Et on espère pouvoir voir le revoir jouer comme ça dans les semaines à venir. On a fini avec Rotterdam, on passe à Dallas, où on avait pronostiqué que ce serait des Américains qui gagnerait au final. Il n'en est rien. Les Américains, pour une fois, ont été assez nuls. Ou on va dire, ils sont partis très tôt, à part Tommy Paul qui fait demi, mais vu le nombre sur la ligne de départ, c'est pas beaucoup. Toi, Fernando, donc c'est Shapovalov qui, après une semaine de fou malade, remporte le tournoi. Est-ce que avec cette victoire, pour toi, Shapovalov, il est vraiment de retour ou pour toi, c'est juste un one shot? Euh, je voudrais pas être le mec pas sympa du tout avec Chapovalov, mais j'y crois moyen. J'ai l'impression des moments que j'ai vus du tournoi de voir un petit peu la semaine où Chapovalov est au top et il vole sur la piste. Son jeu est au niveau maximal. Et le connaissant, malheureusement, ça ne m'étonnerait pas que dans son prochain tournoi, à nouveau, comme il fait assez souvent, il perd au premier tour. Après, n'empêche, c'est une excellente nouvelle pour lui. Et puis, même, ça fait plaisir d'avoir vu cette consistance qu'il a eue et débattre les trois têtes des séries principales et trois joueurs du top 10. C'est quand même exceptionnel. Et bon, ça prouve un peu le niveau qu'il pourrait avoir, mais je crois pas que ça prouve le niveau, que ça montre le niveau qu'il va avoir, forcément. Mais malheureusement pour lui, et encore une fois, bon, c'était déjà une très belle semaine, donc c'est déjà beaucoup plus que beaucoup d'autres joueurs en peuvent proposer. Oui, c'est sûr que vu la semaine qui fait, ce serait logique d'avoir des attentes sur Shapovalov. Maintenant, on le connaît depuis quelques années, on va encore attendre avant de s'enflammer. Mais c'est vrai que la semaine qu'il fait à Dallas, c'est quand même fou. Donc, comme tu l'as dit, il bat les trois premières têtes de série, il bat trois top 10
qui en 500 n'avait plus été fait depuis, je crois, Doha en 2009-10 et par Federer, il me semble. On va vérifier ça, mais je suis quasi sûr d'avoir vu ça passer. Et j'étais vraiment sur un nuage. Sur la finale contre Rude, le pauvre Casper, il pouvait rien faire. Tout ce que Shapovalov faisait, ça fonctionnait. Il a vraiment joué comme un mini, enfin, Rude a vraiment joué contre un mini fineur gaucher. C'était absolument fou à voir. Tout passait et sur toute la semaine, ça a été ça. Donc, bien sûr, quand Shapovalov joue comme ça et surtout en fait avec ce niveau de confiance-là, et bah, tout de suite, il joue top 15 voire top 10 sûr. Mais le problème, et je te rejoins, c'est que niveau régularité, eh ben, il nous l'a jamais prouvé, il nous l'a jamais montré. Personnellement, je serais pas surpris s'il perdait au premier tour de son prochain tournoi. À voir, mais fou, c'est quelque chose. Alors maintenant, je retombe sur la stat, et c'est pas du tout ce que j'ai dit avant. La dernière personne à avoir battu 3 top 10 en 500, c'était Kyrgios en 2019 à Acapulco. Donc, on oublie ce que j'ai dit avant. Euh, mais donc, bon, ça faisait quand même 6 ans que ça s'était pas produit. Donc quand même bravo à lui. Mais on attend de voir la suite. Là, il a encore quelques tournois sur dur et puis il y a les échéances Indian Wells et Miami qui arrivent dans moins d'un mois. À voir s'il peut maintenir. Mais s'il maintient ce niveau-là, attention à Chapovalov. Attention grandement. Mais bon. On reste sceptique, on attend de voir, mais on demande bien sûr que à se tromper, parce que bah, quand Shapovalov joue comme ça, c'est une bénédiction pour le tennis, bien sûr. On va passer côté féminin, toujours cette semaine avec l'heureux trophée de Belinda Bencic, qui est revenue plus qu'en forme de sa grossesse, parce que bah, elle gagne le 500 de Abu Dhabi pour la deuxième fois en 3 ans. Donc 2023, elle gagne. 2024, elle joue pas parce que bah elle est enceinte. Et 2025, elle revient et elle gagne tout de suite. Donc c'était formidable de l'avoir joué et gagné comme ça. Surtout que ça donnait une photo très belle à la fin où elle a son petit bébé de 9 mois et son trophée. Et donc, franchement, une grosse semaine, un très beau titre qui peut donner espoir à beaucoup d'autres joueuses du circuit. Est-ce que tu as pu voir ta semaine ou quelques matchs de Benfica, Fernando? Et si oui, qu'en as-tu pensé de cette victoire un peu fantastique? Oui, oui, Auguste, j'ai pu suivre un petit peu le parcours de Belinda Bencic, que j'ai trouvé impressionnant et en même temps, j'étais pas surpris parce que déjà en Australie, elle est assez exceptionnelle. Elle perd en Australie contre qui déjà? Contre Goff. Contre Coco Gauff, Ouais. voilà. Donc, c'est pas non plus une surprise, mais c'était, on voyait bien que si c'était pas contre quelqu'un du top 5, elle pouvait aller très loin en Australie. Et là, elle a confirmé. Elle met quand même un 6-0, 6-0 à Kudermetova. Bon, elle a battu Rybakina. Bref, c'est un parcours impressionnant. Et puis, on avait l'impression de voir la Belinda Bencic d'il y a 2 ans, quoi. Enfin, c'était exactement pareil. Ça m'a rappelé un exemple récent, c'est Svitolina, Hmm. quand elle arrive Sûr. en demi-finale de Wimbledon, à peine quelques mois après avoir accouché. Donc, c'est des exemples impressionnants. Et, et même, bon, enfin, on va dire le contraire, enfin, je vais dire le contraire de ce que Bencic, enfin, de ce que Shapovalov m'a fait penser cette semaine. Je vais le dire pour Belinda Bencic, c'est-à-dire que je pense que c'est un vrai retour. Je pense qu'elle va remonter assez rapidement des positions au ranking. Et je pense qu'elle peut faire peur à pas mal des joueuses en Grand Chelem dès cette année. Donc vraiment, j'étais très impressionné par son retour.
Bah, là, elle est montée 65e mondiale, alors que il y a encore quelques semaines, elle était hors top 100 et genre très loin de revenir top 100, ce qui est normal après un an sans jouer. Il y a rien qu'en décembre, elle jouait des WTA 125 à Trélazé. Je sais plus si elle a été à l'image aussi, mais elle était vraiment sur le circuit secondaire féminin. Et un mois et demi après, elle arrive et elle prend un 500. C'est complètement fou. Et oui, comme tu l'as dit, à Melbourne, elle perd contre Gauff, bon, ce qui arrive à beaucoup de joueuses sur le circuit. Mais avant ça, elle bat quand même Vondrousova et Osaka, qui sont, qui sont certes pas au meilleur de leur forme, mais quand même deux noms confirmés sur le circuit. Donc quand même un beau parcours. Et puis oui, enfin, c'est vraiment une victoire qui donne espoir. Et puis vraiment, si elle maintient ce niveau-là, elle va vite revenir dans un premier temps dans le top 20. Et puis le top 10 va peut être très loin. Enfin, en tout cas, c'est un objectif totalement probable et réaliste pour elle. Et oui, tu disais que elle avait retrouvé son niveau d'il y a 2 ans, mais moi j'ai même envie de dire que c'est son niveau quand elle gagne les JO à Tokyo. Enfin, vraiment très agressive et vraiment en place, en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, comme si la grossesse n'avait pas de conséquences sur son jeu ou sur sa forme physique. Et donc, bah, pour, un peu comme Shapovalov, je suis curieux de voir ce qu'elle va donner à Indian Wells et à Miami. Elle a squeezé Doha, ce qui est pas non plus une grosse surprise après une semaine pareille. Faut aussi qu'elle se repose. Et puis, je- rares sont les joueurs et les joueuses qui performent fort sur deux gros tournois de suite. Donc, les prochaines grosses échéances, c'est vraiment Indian Wells et Miami. Et vu sa forme du moment, je suis curieux de voir jusqu'où elle peut aller parce que bah, elle sera pas à tête de série et force à celles qui vont s'apprendre dans sa partie de tableau. Si on peut reprendre le classement ou le top 10, si je suis, je sais pas, une Kasatkina, une Navarro, même une Pegula, hein, et je serais pas très ravi de me prendre une Bencic très tôt dans le tournoi, à voir ce que ça peut donner. Elle pourrait vraiment avoir un rôle de coupeuse de tête dans le mois à venir. Justement, on en parlait, on va conclure ce podcast en parlant du premier WTA 1000 de la saison à Doha. Bon, à l'heure où on enregistre, le tournoi a déjà bien commencé et quasiment tous les premiers tours sont terminés. Ouais, tous les premiers tours sont terminés, certains seconds tours sont joués. Au moment où on enregistre, on a déjà Swiatek et Fernandez au troisième tour, en huitième de finale. Le reste va se jouer ce mardi où on a déjà de belles affiches entre, par exemple, Garcia et Paolini, Samsonova, Ostapenko, Jabber contre Wenzheng, qu'il faut pas louper, celui-là. On a du Svitolina contre Pegula, Sabalenka, Alexandrova, enfin bref, on a de belles affiches. Bon, vu que le tournoi a commencé, on va pas faire nos pronos classiques en partant des quarts. On va juste donner notre vainqueur à la fin et ce qu'on attend un peu de ce tournoi. Pour rappel, Iga Swiatek est la triple tenante du titre. Ça fait 3 ans qu'elle n'en a pas perdu dans ce tournoi-là. Donc, bien sûr, elle est archi favorite, euh, bien que elle pourrait prendre une Rybakina en quart. Fernando va dire, je te lance, que j'ai beaucoup parlé ces dernières minutes. Qui est-ce que tu vois aller au bout et quelles sont tes attentes sur ce tournoi où quasiment tout le gratin du tennis féminin est présent? Alors, dans mes attentes, ou disons dans des joueuses que j'ai envie de voir jouer et que j'aimerais bien voir aller loin, et je pense qu'elle pourrait, je pense que Ons Jabeur, qui revient petit à petit dans ce tournoi, elle peut, par exemple, là, elle va jouer contre Jen Qinwen, donc en théorie, elle n'est pas du tout favorite, mais je pense qu'elle a une chance de. Ça serait super important pour elle pour récupérer un peu de confiance.
Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu des joueuses que j'ai envie de suivre. Il y a aussi Noskova qui a fait un très beau parcours à Abu Dhabi. J'aimerais bien aussi qu'elle puisse commencer, par exemple, par rencontrer Swiatek en battant Putintseva. Ce serait beau. Mais pour répondre à ta question de concrètement qui je vois à la toute fin, je pense que c'est Iga. Enfin, ce qui reviendrait à dire qu'elle gagnerait 4 fois d'affilée le tournoi, ce qui est quand même un exploit. Tout simplement parce que, comme je disais dans un podcast récent, je trouve que, évidemment, exception faite de la semaine exceptionnelle qui fait Madison Keys, donc rien à démériter, mais elle était pour moi la joueuse à battre en Australie, y compris plus haut que Sabalenka. Pour moi, elle était la plus forte du tournoi. Et donc, je pense qu'elle est dans un très bon état de forme. Elle adore ce tournoi. C'est un tournoi où il y a des conditions de jeu particulières. Parfois, il y a des matchs avec beaucoup de vent. On peut voir des résultats surprenants. Là, par exemple, Emma Navarro a perdu aujourd'hui contre Leila Fernandez 6-2, 6-2, alors qu'elle est en très bon état de forme. Paula Badoza, elle a eu vraiment beaucoup de mal à battre Zaragoza, la joueuse Zarazua, pardon, la joueuse mexicaine. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de joueuses, y compris Sabalenka, qui peuvent avoir des difficultés, alors que Swiatek est la favorite. Sa seule difficulté, a priori très dure, c'est Rybakina avant la finale. Et je pense que le temps où Swiatek avait peur de Rybakina, il était presque systématiquement vaincu par la Kazakh, est déjà bien révolu. C'est presque le contraire. Rybakina aujourd'hui arrive bien, elle est presque régulière dans les tournois, sauf contre des joueuses comme Swiatek, comme Sabalenka, comme Goff. Voilà, donc je la vois arriver en finale. Sabalenka va devoir sans doute faire face peut-être à Coco Gauff en demi-finale. Bon, elle n'a pas non plus un parcours très difficile, mais je pense que je pronostique une finale Sabalenka-Swiatek. Et je crois que Swiatek va encore une fois faire preuve d'autorité sur ces cours venteux qataris. Sur ton pronostic final, je ne sais pas si je te rejoins, non pas que je vois Tech perdre très tôt dans ce tournoi. Bien sûr, je la vois aller jusqu'en finale. J'aimerais bien voir une finale entre Swiatek et Sabalenka, Bah oui. comme beaucoup de gens. Et en fait, surtout, je vois pas qui peut empêcher ça, parce que Sabalenka, elle est en surconfiance sur dur depuis maintenant quasi 2 ans, je dirais. Et enfin, dans son cas, il n'y aurait qu'une Pegula pour moi qui pourrait la battre avec un jeu exceptionnel, enfin avec un match exceptionnel de l'américaine, mais pour moi, Sabalenka reste au-dessus. En demi, elle aurait Gauff qui peut la battre à la limite. Mais Gauff, elle peut avoir du Fernand. Enfin, elle a déjà Kostiuk au second tour. Et puis sinon, en quart potentiel, c'est Fernandez ou Badoza ou Anisimova. Bon, elle reste favorite, hein, mais ce qui n'est pas non plus un cadeau. Et puis. Le dernier Goff Sabalenka, me semble-t-il, a plus tourné pour la numéro 1 mondiale, je crois. Je suis pas sûr. Attends, C'était non, pas non, non, c'était le Masters? c'était le Master, c'est donc Oui, non, non, Goff. c'était Goff. Oui. C'était Goff. Oui, c'est ça. Après, c'est pas les mêmes conditions Oui, ici. bien sûr. Mais par contre, sur le head-to-head, il me semble que Sabalenka reste au-dessus. Oui. C'est ça. Mhm. C'est ça. C'est à ce moment-là où je me suis trompé. Mais bon, si on a une demi Sabalenka Goff, il faudra voir ce qui se passe. Pour moi, Sabalenka, malgré tout, reste favorite. Mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être Goff qui pourrait stopper cette finale entre Sabalenka et Swiatek. Parce que par contre, dans la partie basse, je vois pas qui peut stopper Swiatek. S'il y a un Swiatek Noskova en huitième, pour moi, Swiatek gagne, c'est facile. Rybakina,
Je la trouve pas non plus dans une grande forme actuellement, sur son début de saison. On sait qu'il y a des affaires extrasportives avec son staff qui sont compliquées. Donc pour moi, Siatek serait favorite et gagnerait. Et puis après, en demi, ça serait une Paulini, une Zeng, une Jabber. Pour moi, Siatek a les armes pour aller battre ça. Donc pour moi, si Siatek va en finale. Si Siatek affronte quelqu'un d'autre que Sabalenka, pour moi, elle fait le quadruplé. Si c'est Sabalenka en face, j'hésite. Mais bon, j'irai quand même sur Iga, je pense, en confiance chez elle. Euh, mais dans un match très dur et je ne sais même pas si elle serait favorite sur le papier vu les formes du moment. Mais j'irai sur Swiatek quand même pour une victoire finale. Mais je serais pas si surpris de me tromper pour Sabalenka, en tout cas. Sinon, pour mes attentes, là, en soi, vu les têtes qu'on a, j'espère juste voir du beau tennis, parce que là, on a tout le gratin possible. On a des affiches de fou chaque jour, même au deuxième tour. Par exemple, voir un Zheng Jabber au deuxième tour, c'est vraiment splendide. Donc, j'aimerais juste voir ça. Et puis, si on peut voir un ou deux noms surprises qui peuvent sortir, je serais pas contre. Enfin, surprise, qui sont pas très attendus, loin. Par exemple, une Kazatkina qui certes est top 10 mais qui va jamais très très loin de ce genre de tournoi-là. Enfin, j'apprécierais qu'elle perce sur le tableau. Fernandez, pareil. Jabber, j'aimerais la voir revenir. Enfin, en tout cas, plein de petits noms à voir. Pareil pour Mira Andreeva, même si bien qu'elle soit encore jeune, j'aimerais bien la voir aller plus haut et continuer à prouver que maintenant c'est un nom référencé sur le circuit, même si elle prend potentiellement Rybakina en huitième et Swiatek en quart, pardon, je vais y arriver. Mais voilà un peu pour mes attentes sur le tournoi. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'actu masculine et féminine. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour débriefer un peu tout ça. Et puis ensuite, un peu partir en Amérique latine et du Sud, parce que là actuellement il y a Buenos Aires qui joue, mais après ça va vite enchaîner avec Acapulco, Rio, etc. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.